6 heures de tir, 4 corps à la fin. L'un d'eux avait 14 ans. Le 22 juillet 2003, 1 heure de l'après-midi, Mossoul, Irak. Uday Hussein, 39 ans, est acculé à l'intérieur d'une villa dans le quartier d'Al-Falah. À ses côtés, son frère Koussaï, 37 ans. Et avec eux, Mustapha, le fils adolescent de Koussaï. 14 ans, terrifié, tenant un fusil. Il y a un quatrième homme, un garde du corps dont le nom n'a aucune importance, parce que pour l'histoire, seuls 3 noms de famille comptent. Hussein à l'intérieur, Hussein à l'extérieur. Plus de 200 soldats américains de la 10e division aéroportée encerclent le bâtiment. Des hélicoptères Apache survolent à basse altitude. Les ordres sont clairs, les capturer vivants si possible, morts si nécessaire. À l'intérieur, les frères Hussein savent exactement comment ça se termine. Ils tirent pendant 6 heures. 6 heures de feu croisé ininterrompu. 10 missiles anti-chars TOW traversent les murs. Le bâtiment s'effondre étage par étage. Le toit s'écroule. Le feu dévore tout. Et quand le silence arrive enfin, 4 corps gisent sous les décombres calcinés, méconnaissables au début. Uday Hussein, Koussaï Hussein, Mustapha Hussein et un garde du corps sans nom. 3 membres de la famille la plus puissante d'Irak, morts le même jour dans la même maison, défendant une position qu'ils avaient perdue avant même de commencer. Pourquoi? Pourquoi le fils de l'homme qui a gouverné l'Irak pendant 24 ans finit-il par mourir comme un fugitif traqué, piégé? Pourquoi Koussaï qui aurait pu négocier, qui aurait pu se rendre pour sauver son fils, choisit-il de mourir aux côtés de son frère? Et pourquoi un adolescent de 14 ans paye-t-il de sa vie des décisions prises par son grand-père des décennies avant sa naissance? Parce que Uday Hussein avait tout. Un pouvoir sans limite, une richesse incalculable, des palais, des voitures de luxe, l'accès à tout ce qu'il pouvait désirer. Il était le prince de Bagdad, l'héritier d'un empire et pourtant, il meurt acculé dans une maison qui n'est pas la sienne, caché sous un faux nom, avec l'armée la plus puissante du monde à ses trousses. Parce que la réponse n'est pas dans les gros titres. Elle est dans ce que Saddam Hussein a fait à ses enfants pendant des décennies, dans la façon dont il les a élevés, non pas comme des personnes, mais comme des instruments de pouvoir, dans le prix qu'ils ont payé pour un nom qu'ils n'ont jamais choisi. Et quand tu sauras ce que Saddam a fait à Uday en 1988 devant toute la famille, après une erreur impardonnable, tu comprendras pourquoi cette histoire est bien plus sombre que ce que le monde a imaginé. Parce qu'Uday n'a pas été le seul enfant de Saddam Hussein à vivre coincé entre un privilège extrême et une terreur absolue. Il y a eu Koussaï Hussein, le fils obéissant, celui qui ne se trompait jamais, celui qui est devenu le chef de la garde républicaine et qui contrôlait les services de renseignement. Celui que Saddam a fini par choisir comme véritable héritier, reléguant Uday. Il est mort ce 22 juillet 2003, protégeant son propre fils dans les dernières minutes de la bataille. Il y a eu aussi Ragad Hussein, la fille aînée, la seule à s'être échappée avant que tout ne s'effondre. Elle a fui en Jordanie avec son mari, Hussein Kamel, qui a trahi Saddam en révélant les programmes d'armes chimiques de l'Irak. Quand son mari est revenu à Bagdad, croyant à l'amnistie promise, il a été exécuté. Elle n'est jamais revenue. Aujourd'hui, elle vit à Amman, défendant l'héritage de son père devant quiconque veut bien l'écouter. 3 enfants, 3 vies marquées par le même nom. 3 décisions radicales face à une question impossible. Comment survivre quand ton père est l'un des hommes les plus redoutés au monde? C'est leur histoire. Une histoire qui, pendant des décennies, est restée cachée derrière les communiqués officiels du régime baassiste, les discours télévisés de Saddam et l'image soigneusement construite d'une famille unie gouvernant l'Irak. Parce que quand ton père est Saddam Hussein, tu n'es pas une personne. Tu es une extension du régime, un instrument politique, une pièce sur l'échiquier du pouvoir absolu. Et les pièces n'ont pas le droit de questionner, d'échouer, d'être humaines. Mais Uday a contesté. Koussaï a obéi jusqu'au bout. Ragad a fui quand elle a compris que la loyauté familiale ne suffisait pas pour survivre. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont vécu à l'intérieur des palais présidentiels de Bagdad entourés d'un luxe inconcevable, mais surveillés à chaque seconde ne ressemble à rien de ce que le monde voyait de l'extérieur. Et ce que tu vas entendre maintenant, c'est la vérité restée enterrée sous les ruines du régime pendant 2 décennies.
Pour comprendre pourquoi ils sont morts dans cette maison de Mossoul le 22 juillet 2003, il faut remonter 66 ans en arrière, jusqu'en 1937. Saddam Hussein naît à Al-Aouja, un village pauvre près de Tikrit. Son père disparaît avant sa naissance. Son beau-père le bat systématiquement pendant son enfance. Il grandit en dormant avec les moutons l'hiver, sans éducation formelle, survivant dans une région tribale où la loyauté au clan est tout. En 1968, à 31 ans, Saddam participe au coup d'État qui porte le parti Baas au pouvoir avec Ahmad Hassan al-Bakr. Al-Bakr est nommé président, mais Saddam est vice-président et c'est lui qui contrôle réellement les services de renseignement, les purges, le pouvoir réel. En juillet 1979, Saddam devient enfin président. Son premier acte, convoquer une réunion de la direction du parti. Il annonce qu'il a découvert un complot, lit des noms sur une liste. Un par un, les accusés sont escortés dehors et exécutés dans les jours qui suivent. Le message est clair, personne n'est en sécurité s'il remet son autorité en question. Pendant 24 ans, il gouverne l'Irak avec un contrôle total. Pour certains Irakiens, surtout au début, il incarne la stabilité. Il construit des hôpitaux, développe l'éducation, nationalise le pétrole. Mais ce développement s'accompagne d'un appareil sécuritaire brutal. Arrestations arbitraires, tortures systématiques, familles entières qui disparaissent pour la dissidence d'un seul de leurs membres. En 1980, il envahit l'Iran. La guerre dure 8 ans. Plus d'1 million de morts. Des armes chimiques utilisées pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale. Elle se termine en 1988, sans vainqueur, seulement la destruction. En 1990, il envahit le Koweït. Une coalition internationale menée par les États-Unis expulse les forces irakiennes en quelques semaines. Les Nations Unies imposent des sanctions économiques qui effondrent l'économie irakienne pendant la décennie suivante. Des centaines de milliers d'enfants meurent de causes liées aux sanctions pendant que Saddam fait construire des palais opulents. Et derrière cette image publique, il y avait une vie familiale secrète. Saddam épouse Sajidat Alfa en 1963. Ils ont 5 enfants, Uday en 1964, Qusay en 1966, Ragad en 1967, Rana en 1969, Hala en 1972. Pendant des décennies, la famille reste cachée derrière des murs de sécurité. Des dizaines de palais répartis dans tout l'Irak, chacun une forteresse avec des bunkers souterrains, des gardes à chaque entrée, des systèmes sophistiqués. Saddam change constamment de résidence, obsédé par l'idée d'éviter un assassinat. Et à l'intérieur de ces palais, Saddam élève ses enfants non pas comme des personnes, mais comme des instruments de pouvoir, où un père n'est pas simplement un père, mais le président qui décide qui vit et qui meurt dans tout un pays. Et ces enfants sont des prolongements de ce pouvoir, des outils, des symboles, des pièces sur un échiquier où le seul joueur, c'est lui. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental sur le fait de grandir en étant l'enfant d'un homme au pouvoir absolu. Imagine que tu as 8 ans. Tu vis dans un palais si immense que tu peux marcher 10 minutes sans en sortir. Il y a des piscines, des jardins infinis, et n'importe quel jouet que tu mentionnes apparaît le lendemain. Mais dès que tu sors dans le jardin, il y a des hommes armés tous les 20 mètres. Fusils automatiques, oreillettes. Ils ne te regardent pas vraiment, mais ils te surveillent tout le temps. Tu ne peux pas aller dans la rue. Pas de promenade dans Bagdad. Chaque sortie est planifiée des jours à l'avance. Véhicules blindés, garde du corps dans plusieurs voitures. Et quand tu arrives quelque part, l'endroit a été évacué. Pas d'autres enfants, seulement des espaces vides, sécurisés. Et les rares enfants que tu rencontres lors d'événements officiels ne te traitent pas comme un égal. Leurs parents leur ont dit « Sois poli, ne le contredis pas, laisse-le gagner ». Tu vois le mensonge dans leurs regards. Ce ne sont pas des amis, ce sont des acteurs. Tu as 16 ans, tu tombes amoureux, mais chaque personne que tu fréquentes est passée au crible des services. Sa famille est analysée et au moindre doute sur sa loyauté, la relation s'arrête. Pas avec une discussion, avec des hommes qui viennent voir sa famille, avec des avertissements que tout le monde comprend. Tu as 20 ans, tu veux choisir ta voie, médecine, littérature, une vie privée. Mais ce n'est pas une option. Ton père a besoin que la famille D soit visible dans les structures de pouvoir. Alors ta carrière est déjà décidée. Armée, renseignement, appareil d'État. Ton avenir ne t'appartient pas. Et pendant tout ce temps, une question grandit comme un cancer. Est-ce que quelqu'un,
dans ma vie est réel. Est-ce que quelqu'un m'aime sans le nom? Chaque ami peut être sincère ou informateur, ou simplement quelqu'un qui ne peut pas se permettre de dire non au fils du président. Chaque femme qui accepte de sortir avec toi te veut-elle vraiment? Ou veut-elle le pouvoir? Ou a-t-elle peur de refuser? Chaque personne qui rit à tes blagues est-elle sincère? Ou parce que contredire l'enfant du chef est dangereux? Tu as des palais de marbre, des voitures de luxe, des voyages, tout le privilège matériel, mais tu n'as pas l'authenticité. La possibilité de savoir que tes relations sont réelles. La liberté d'échouer sans que ça devienne une affaire d'État. La capacité d'être vulnérable sans que ce soit consigné. Uday a vécu avec cette impossibilité pendant 39 ans. Qusay pendant 37 ans. Ragad pendant 58 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et ce que cette impossibilité leur a fait, c'est ce que tu vas découvrir. Et là, l'histoire devient plus sombre. Parce que grandir sous surveillance, c'est terrible, mais au moins ça ne détruit pas ton corps. C'est psychologique, invisible. Mais Saddam ne les contrôlait pas seulement par la surveillance. Il les contrôlait par la peur physique, la violence directe, et tout le monde le savait, parce qu'ils avaient vu ce dont il était capable. Octobre 1988. Saddam organise une célébration privée. La guerre contre l'Iran vient de se terminer. Une fête sur les rives du Tigre, musique, nourriture raffinée, alcool. Uday est là, 24 ans. Il a déjà une réputation, impulsif, violent, imprévisible. Ce soir-là, il a bu plus que d'habitude. Il y a aussi Kamel Hanna Gegeo, l'assistant personnel de Saddam. Son goûteur, celui qui goûte chaque plat avant que Saddam n'y touche. Il travaille pour lui depuis des années. Saddam lui fait confiance totalement. Pendant la fête, Uday s'approche de lui. Une dispute commence, au sujet de Sajida, la mère d'Uday, et des rumeurs selon lesquelles Saddam serait avec une autre femme. Gegeo dit quelque chose qu'Uday considère comme une insulte. La tension monte, et puis Uday sort un couteau devant des généraux, devant des responsables, devant son père et il poignarde Kamel Hanna Gegeo. Encore et encore. L'homme s'effondre, le sang tache le marbre. Il tente de ramper, mais Uday ne s'arrête pas. Il continue jusqu'à ce que l'homme ne bouge plus. Kamel Hanna Gegeo meurt, l'homme le plus proche de Saddam, assassiné par le fils aîné au milieu d'une célébration. Saddam a tout vu. La pièce se fige dans un silence absolu. Tout le monde attend la réaction du président. Saddam ne fait pas exécuter Uday. Il ne peut pas admettre que son héritier est un meurtrier incontrôlable. Cela affaiblirait le régime. Mais en privé, sa rage est brutale. Uday est arrêté, enfermé dans un palais sous garde pendant des semaines, sans contact avec personne. Saddam envisage de l'exécuter. Des responsables confirmeront plus tard qu'il y a eu des discussions. Uday avait-il franchi une limite irréparable? Finalement, Saddam choisit l'exil. Uday est envoyé en Suisse, officiellement comme diplomate à Genève. Une humiliation publique pour l'héritier. L'exil dure 1 an et demi. Et pendant ce temps, quelque chose d'essentiel se produit à Bagdad. Qusay commence à prendre la place laissée vide. Pas de manière ostentatoire, simplement en étant présent, fiable, en exécutant les ordres. Et Saddam commence à voir en Qusay quelque chose qu'Uday n'a jamais été. Prévisible, contrôlable, un instrument parfait. Quand Uday revient en 1990, il découvre que sa position d'héritier n'est plus incontestable. Qusay assiste à des réunions dont Uday est exclu. Saddam fait confiance à Qusay comme il ne fera plus jamais confiance à Uday. Et cette perte de confiance empoisonne quelque chose en Uday. Il devient encore plus sombre. Uday Hussein naît le 18 juin 1964 à Bagdad, premier fils. Dès ses premiers souvenirs, il sait qu'il est spécial, que son père est craint, que lorsqu'ils entrent dans une pièce, les gens se lèvent. À 8 ans, il veut un jouet qu'un autre enfant possède. L'enfant refuse. Uday le frappe. Le père de l'enfant, un officier, voit son fils le nez en sang, s'approche d'Uday et lui dit que frapper, ce n'est pas bien. Uday répond « Mon père, c'est Saddam Hussein. Je peux faire ce que je veux. » Il avait 8 ans. Cette anecdote résume parfaitement l'univers dans lequel il grandit. Un univers sans limite, sans frontières pour former le caractère, où chaque caprice est satisfait, où le mot « non » est quelque chose que les autres entendent, mais que lui n'expérimente jamais. Contrairement à Qusay, silencieux et observateur, Uday est explosif dès l'enfance.
Il veut une attention constante. Si son père travaille, Uday veut le voir. Il surgit dans des réunions officielles. Les gardes n'essaient même pas de l'arrêter. À l'adolescence puis à l'âge adulte, il développe des habitudes que tout le monde connaît, mais que personne ne mentionne. Il organise des fêtes où l'alcool coule sans limite, convoque qui il veut, que les gens aient envie de venir ou pas. Une invitation d'Uday n'est pas un honneur, c'est un ordre. Il y a de jeunes femmes à ces fêtes. Certaines viennent volontairement, d'autres sous pression. Et ce qui s'y passe reste secret pendant des années, parce que les victimes savent que parler mettrait leur vie et celle de leurs familles en danger. Il conduit des voitures de sport à des vitesses folles dans Bagdad. Il y a des accidents, des blessés et jamais de conséquences. En 1984, il fonde le journal Babel. Ce n'est pas du journalisme, c'est sa propagande personnelle, où il attaque quiconque lui déplaît, même des responsables importants, et personne ne peut rien faire parce que critiquer Babel, c'est critiquer Uday. La même année, il est nommé président du Comité olympique national. Sous son contrôle, les athlètes qui échouent sont torturés. Des footballeurs de l'équipe nationale sont frappés à coups de barres de fer après des défaites. On leur rase la tête en public, on les force à frapper des ballons en béton jusqu'au sang. Shahrar Haïdar, un joueur ayant fui dans les années 1990, dira plus tard qu'il jouait chaque match avec peur de l'adversaire, peur de perdre, parce qu'il savait ce qui les attendait. Après l'assassinat de Gegeo en 1988 et l'exil, Uday revient en 1990 et découvre que Qusay a gagné la confiance de leur père. Cette perte de statut le rend encore plus dangereux. Pendant les années 1990, alors que l'Irak souffre des sanctions et que la population fait la queue pour du pain rationné, Uday bâtit un empire parallèle. Il fait entrer en contrebande des voitures de luxe en violation des sanctions. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, des dizaines entassées dans des garages privés. Il construit des résidences extravagantes. L'une avec un zoo privé et des lions. Une autre avec une collection d'armes saisies dans des musées. Il vit dans un luxe grotesque pendant que l'Irak se désagrège. Les abus s'intensifient. Des témoignages parlent de femmes enlevées dans les rues de Bagdad, emmenées chez lui, violées, puis relâchées avec l'avertissement que si elles parlaient, leur famille souffrirait. Latif Yahya, contraint de servir de sosie à Uday à cause de leur ressemblance, écrira après son évasion qu'Uday ne voyait pas les gens comme des humains, mais comme des objets, des choses pour son divertissement ou à détruire. En 1996, il survit à une tentative d'assassinat. Pris dans une embuscade à Mansour, à Bagdad, il reçoit 17 balles. Il survit, mais avec des séquelles permanentes. Il boite, il a besoin d'une canne, la douleur est constante. Pour la calmer, il mélange antalgique et alcool, ce qui le rend encore plus imprévisible. Les responsables ne seront jamais identifiés. On a spéculé que l'attaque avait été commanditée par des familles qu'Uday avait détruites, ou par des responsables excédés, ou encore rumeurs jamais confirmées que Qusay aurait été impliqué, voyant l'occasion d'éliminer son frère. Après l'attentat, Uday devient plus paranoïaque. Il renforce sa sécurité, réduit ses apparitions publiques, mais continue ses excès. Décembre 2002, 3 mois avant l'invasion américaine, Saddam convoque une réunion de famille pour discuter des scénarios possibles. Toute la famille est proche et réunie. Saddam parle pendant des heures de résistance, mais ce qui frappe, c'est la manière dont il ignore Uday tout au long de la réunion. Quand il évoque les plans militaires, il s'adresse à Qusay. Uday, assis là, est traité comme s'il n'existait pas. Aucun rôle important, aucun avis demandé, conscient de sa propre insignifiance. Et Uday, pour la première fois, ne fait pas de scandale. Il n'interrompt pas, il n'exige pas d'attention. Il reste silencieux, observant Qusay recevoir la confiance qu'il a perdue. Mars 2003. Les États-Unis envahissent. Le régime s'effondre en quelques semaines. Le 9 avril, les statues de Saddam tombent, la famille fuit. Uday et Qusay se cachent. Pendant des mois, ils se déplacent à travers l'Irak. Ils finissent ensemble à Mossoul, dans une maison appartenant à Nawaf al-Sa'idan, un sympathisant du régime. Ils y restent trop longtemps. Quelqu'un les dénonce en échange de la récompense de 15 millions de dollars pour chacun des deux frères. 22 juillet 2003. 1 heure de l'après-midi. Les troupes encerclent la villa à Al-Falah. Des haut-parleurs ordonnent de se rendre. Aucune réponse.
puis des tirs depuis les fenêtres. Uday, avec une jambe abîmée, une douleur permanente, tire sur les soldats américains. Il ne tente pas de se rendre. Il ne négocie pas. Il se bat, c'est tout. La bataille dure 6 heures. 10 missiles Turway, des murs qui s'effondrent, un toit qui tombe, le feu. Quand tout se termine, 4 corps. Uday est si mutilé qu'il est presque impossible à reconnaître. Il est identifié grâce au dossier dentaire et aux cicatrices de 1996. Des photos sont publiées pour confirmer les morts, et elles provoquent une controverse parce qu'elles montrent les cadavres dans un état que beaucoup considèrent comme une atteinte à la dignité. Uday avait tout. Le nom le plus puissant d'Irak, une richesse illimitée, un pouvoir sur des millions. Et il meurt acculé dans une maison étrangère, caché sous un faux nom, marié, défendant une position sans défense. Pourquoi ne s'est-il pas rendu? Peut-être parce qu'il savait ce que la capture signifierait, être exhibé, jugé, confronté à des victimes, voir le monde confirmer qu'il était un échec. Ou peut-être qu'il ne savait tout simplement pas comment se rendre. Il avait vécu en prenant sans jamais demander la permission. Il n'avait jamais connu de vraies conséquences. Et dans ce dernier instant, la seule chose qu'il savait faire, c'était se battre. Uday a choisi l'excès sans limite. Il croyait que s'il ne pouvait pas gagner le respect par l'obéissance, il le gagnerait par la force brute, en devenant si visible, si redouté, que personne ne pourrait l'ignorer. Il finit mort à 39 ans, sans héritier pour l'aimer, sans accomplissement pour justifier ses crimes, seulement une liste de victimes qui, enfin, ont pu parler. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, personne ne le défend. Son nom est devenu le symbole des pires excès du régime. Sa mort est souvent rappelée avec un soulagement sombre. Enfin, il a été arrêté définitivement. Mais si Uday a choisi l'excès incontrôlable, Qusay a pris le chemin inverse, et ce que cela révèle sur les stratégies de survie est totalement différent. Qusay Hussein naît le 17 mai 1966, 2 ans après Uday. Dès qu'il est assez grand pour comprendre, il saisit une vérité. Sa seule chance de survivre, c'est de ne pas commettre les erreurs de son frère. Alors qu'Uday est bruyant et impulsif, Qusay est silencieux, observateur. Aux réunions familiales, pendant qu'Uday coupe la parole pour réclamer l'attention, Qusay reste dans un coin. Il écoute, il apprend, il absorbe la manière dont on parle du pouvoir. Sa mère remarque que Qusay sait attendre. Quand les frères jouent, Uday doit gagner tout de suite. S'il perd, il détruit le jeu. Qusay peut perdre encore et encore sans frustration visible, attendant le bon moment. À 11 ans, il écrit un texte sur le leadership où il analyse que les leaders les plus efficaces ne sont pas forcément les plus charismatiques, mais les plus prudents, ceux qui savent quand agir et quand attendre. Il avait 11 ans quand il écrit ça. À 16 ans, il prend une route différente d'Uday, l'armée. Pas comme un fils gâté qui collectionne des titres. Il entre à l'académie militaire et suit une formation complète. Il est affecté à la garde républicaine et montre une vraie compétence. Pendant la guerre Iran-Irak, il sert sur le front dans de véritables positions de combat. Des soldats ayant servi avec lui le décrivent comme un jeune officier qui ne demandait jamais à ses hommes de faire quelque chose qu'il n'était pas prêt à faire lui-même d'abord. Saddam le remarque. Il voit que pendant que Uday crée des scandales à Bagdad, Qusay est dans les tranchées, exécutant les ordres sans chercher la gloire. La relation entre Qusay et Saddam est différente. Saddam voit en Uday une version déformée de ses pires impulsions. Mais en Qusay, il voit l'instrument parfait de sa volonté. Pas d'affection démonstrative. Saddam n'est pas un père tendre. Mais avec Qusay, il construit une confiance opérationnelle totale. Après la guerre du Golfe, des groupes chiites se soulèvent dans le sud de l'Irak. Saddam doit écraser la rébellion brutalement pour prouver qu'il contrôle encore le pays, mais il ne peut pas faire confiance à tous ses généraux après la défaite humiliante. Il lui faut quelqu'un qui exécute les ordres sans les questionner, quelle que soit leur brutalité. Il choisit Qusay. Qusay a 25 ans. On lui confie des unités de la garde républicaine avec des instructions. Écraser la rébellion sans pitié, ne pas faire de prisonniers, raser des villes si nécessaire. Et Qusay obéit. Pendant des semaines, les forces sous son commandement bombardent des villes chiites, exécutent des milliers de personnes, détruisent des mosquées. Une répression brutale, des dizaines de milliers de morts. Qusay revient à Bagdad sans cérémonie.
Il rapporte simplement que les ordres ont été exécutés. Et à ce moment-là, quelque chose change dans la façon dont Saddam voit ses fils. Uday est incontrôlable, une arme capable de se retourner contre celui qui la tient. Qusay, lui, est différent. Mortel quand on l'ordonne, immobile quand il n'est pas nécessaire. L'arme parfaite. À partir de 1992, Qusay monte dans les structures secrètes. Il prend le contrôle de l'organisation de sécurité spéciale, le renseignement interne qui surveille tout le monde au sein du régime. Qusay sait qui est investigué, qui est suspect, et il rapporte tout à son père sans filtre. Il prend aussi le contrôle de la garde républicaine spéciale, les troupes qui protègent Saddam directement. Elles ne se battent pas aux frontières. Elles écrasent les coups d'État, exécutent et les purges. Dans les dernières années du régime, Qusay devient, de fait, le numéro 2, sans être nommé officiellement. Saddam ne désigne jamais publiquement un successeur, mais tout le monde sait, si quelque chose arrive à Saddam, Qusay prendra le contrôle. Uday est écarté, et il le sait. Et cela empoisonne la relation entre les deux frères. Peu de gens savent une chose sur Qusay. Il a une vie privée entièrement séparée de son rôle public. Il est marié, il a 3 enfants. Mustapha, l'aîné, né en 1988, et 2 autres dont les noms apparaissent rarement parce que Qusay les protège de l'exposition médiatique. Contrairement à Uday, qui attire tout le monde dans son orbite chaotique, Qusay garde sa famille isolée. Ses enfants ne vont pas aux événements officiels. Ils vivent dans des résidences privées, pas dans des palais visibles. Des gardes du corps décrivent un autre Qusay en privé, pas seulement l'exécuteur froid, mais un père qui joue avec ses enfants dans des jardins fermés, qui leur lit des histoires, qui essaie, dans des limites impossibles, de leur donner quelque chose qui ressemble à une enfance normale. Mais cette normalité est une illusion. Qusay sait dans quel monde vivent ses enfants, et il sait que si le régime tombe, ils paieront simplement pour le nom. Et c'est exactement ce qui arrive. Mars 2003, les États-Unis envahissent. L'armée irakienne s'effondre en quelques semaines. Le 9 avril, les statues de Saddam tombent. La famille Hussein est en fuite. Saddam disparaît dans la clandestinité à l'intérieur de l'Irak. Qusay aussi. Mais il n'est pas seul. Mustapha est avec lui, son fils de 14 ans. Pourquoi emmener son fils adolescent au lieu de le sortir du pays? Personne ne le sait. Peut-être croyait-il que le garder près de lui était la seule façon de le protéger. Peut-être ne faisait-il confiance à personne. Peut-être ne supportait-il pas de le laisser partir alors que le monde s'écroulait. Pendant des mois, ils se déplacent à travers l'Irak. Ils rejoignent Uday à un moment. Tous les 3 finissent à Mossoul, réfugiés dans la maison de Nawaf al-Saïdan, à Al-Falah. Mais quelqu'un les trahit. L'information parvient aux troupes américaines. Le prix, 15 millions de dollars pour chaque frère Hussein. 22 juillet 2003, 1h de l'après-midi. Les troupes encerclent la villa. À l'intérieur, Qusay, Uday, Mustapha et un garde du corps. Ils ont des armes, suffisamment pour résister, et ils savent comment ça se termine. Ils ne tenteront pas de négocier. Ils ne se rendent pas parce qu'ils connaissent l'histoire récente. Ils pensent à ce que la reddition ne garantit pas un procès équitable, qu'ils seront exhibés et que leur mort, d'une manière ou d'une autre, est déjà décidée. La bataille dure 6 heures. Qusay Hussein, le fils qui a obéi à chaque ordre pendant 37 ans, celui qui ne s'est jamais rebellé, celui qui croyait que la loyauté absolue le protégerait, meurt en défendant une position impossible. Et avec lui meurt Mustapha, un adolescent qui n'a jamais eu la possibilité de choisir sa vie, né avec un nom maudit, passé ses derniers mois en fuite avec son père, mort à 14 ans dans une bataille qu'il n'aurait jamais dû combattre. Les 4 corps sont récupérés par les forces américaines. Des photos sont publiées pour confirmer les identités. Des images qui déclenchent une controverse internationale, parce qu'elles montrent des corps dans un état que beaucoup jugent contraire à la dignité humaine élémentaire. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, Qusay est rappelé de manière complexe. Pour les Irakiens qui ont souffert sous le régime, Qusay était une pièce centrale de la machine de répression. Chef du renseignement interne, l'homme qui supervisait la torture, l'exécuteur des purges. Pas moins coupable qu'Uday, juste plus efficace. Pour certains analystes militaires, Qusay incarne le type de figure qui rend possible un régime autoritaire. Un professionnel compétent qui exécute les ordres sans les questionner, quelle que soit leur brutalité. Mais ce que personne ne peut nier,
c'est que Qusay a vécu selon une logique impossible. Il croyait que l'obéissance absolue le protégerait, que s'il ne se trompait jamais, s'il ne questionnait jamais, s'il faisait exactement ce qu'on lui ordonnait, il serait en sécurité, qu'il pourrait protéger sa famille en étant le fils parfait. Et il meurt en découvrant que cette stratégie est aussi fatale que la violence incontrôlée du Daï juste, plus lente, plus méthodique, mais tout aussi mortelle. Au final, Qusay choisit l'obéissance comme stratégie de survie, et cette obéissance l'amène à mourir aux côtés de son fils adolescent, dans une bataille sans issue, en défendant un régime déjà effondré depuis des semaines. Mais si Uday a choisi l'excès et Qusay l'obéissance parfaite, il existe une troisième stratégie. Une stratégie qu'un seul des enfants de Saddam a réellement exécutée. S'échapper avant l'effondrement et survivre pour raconter l'histoire depuis l'exil. Cette stratégie appartient à Raghad Hussein, et son histoire est la plus longue de toutes, parce que c'est la seule qui continue encore aujourd'hui. Raghad naît en 1967 à Bagdad, fille aînée de Saddam et Sajida. Dans une famille où les fils sont les héritiers évidents du pouvoir, où Uday et Qusay se disputent l'attention par la violence et l'obéissance, Raghad occupe un autre espace. Elle n'est pas invisible, mais elle n'est pas au centre du pouvoir. Elle est la fille du président. Et dans la structure patriarcale du régime baassiste, cela signifie que son rôle sera, un jour, d'épouser quelqu'un de politiquement utile. Mais Raghad montre très tôt ce qu'Uday et Qusay n'ont pas, une capacité d'observation froide et détachée. Alors que ses frères sont plongés dans la dynamique du pouvoir, elle regarde d'assez loin pour voir les fissures. À 12 ans, son institutrice lui parle de la Révolution française et de la chute de la monarchie. Raghad pose une question qui met la femme mal à l'aise. Les filles du roi ont été exécutées aussi? L'institutrice répond oui, que toute la famille royale a été guillotinée ou est morte en prison. Raghad ne dit rien de plus, mais l'institutrice se souvient de son expression. Pas de l'horreur, de la compréhension. Elle avait 12 ans quand elle a posé cette question. En 1983, quand Raghad a 16 ans, on arrange son mariage avec Hussein Kamel al-Majid, son cousin. Hussein Kamel a 10 ans de plus déjà officier, en pleine ascension dans le régime. Ce n'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage politique. Saddam consolide les loyautés au sein du clan. Raghad accepte sans protester publiquement. Elle apprend tôt que protester ne change pas les décisions, cela ne fait qu'aggraver les conséquences. Elle se marie et pendant les 12 années suivantes, elle vit comme épouse du ministre de l'Industrie militaire, l'homme qui supervise les programmes d'armes les plus secrets du régime. Sa vie durant les années 1980 et le début des années 1990 est une prison dorée, des demeures luxueuses, accès à tout ce que les sanctions permettent, quelques voyages à l'étranger avec son mari lors de visites diplomatiques. Mais elle est enfermée. Son mari rend compte directement à son père. Sa vie privée n'existe pas, parce que tout ce qu'elle fait finit par parvenir aux oreilles de Saddam. Et elle voit. Elle voit Uday détruire des vies par impulsion. Elle voit Qusay exécuter des ordres brutaux sans sourciller. Elle voit son père éliminer les menaces par une violence calculée. Et elle comprend une chose. La loyauté familiale n'est pas une protection. C'est une illusion qui dure jusqu'au moment où tu n'es plus utile. Août 1995, le moment qui change tout. Hussein Kamel prend la décision la plus radicale. Déserter, fuir l'Irak. Et Raghad part avec lui. Pas forcément parce qu'elle pense que c'est juste, mais parce que rester après la trahison de son mari, c'est mourir. La fuite est planifiée en secret pendant des semaines. Hussein Kamel ne fait confiance à personne, sauf à son frère Saddam Kamel, marié à Rana, la sœur cadette de Raghad. En pleine nuit, deux familles entières franchissent la frontière vers la Jordanie en convoi, emportant ce qu'elles peuvent, laissant tout le reste. Le roi Hussein de Jordanie leur offre l'asile, pas par bonté, mais par calcul politique. Hussein Kamel possède des informations précieuses sur les programmes d'armes irakiens, des informations que les services occidentaux veulent désespérément. Pendant 6 mois, Raghad vit en Jordanie comme exilé. Son mari donne des interviews, révèle des secrets, parle à la CIA, à des inspecteurs de l'ONU, fournit des détails sur les programmes chimiques et biologiques cachés. Et chaque mot public de Hussein Kamel est un coup de couteau supplémentaire pour Saddam. Puis, en février 1996,
Hussein Kamel commet l'erreur que Ragad comprend immédiatement comme fatale: croire à l'amnistie promise par Saddam. Ragad tente de l'en empêcher. Des témoignages de proches en Jordanie affirment qu'elle l'a supplié de ne pas revenir, que la promesse était un piège évident, que son père ne pardonnait jamais la trahison. Mais Hussein Kamel n'écoute pas. Peut-être croyait-il vraiment que les liens du sang avaient un sens. Peut-être ne supportait-il pas l'exil. Le 20 février 1996, il repasse en Irak. 3 jours plus tard, le 23 février, Hussein Kamel et son frère Saddam Kamel sont morts. Ragad assiste au début. Elle entend les premières rafales quand des membres du clan, soi-disant au nom de l'honneur, encerclent la maison où ils se réfugient à Bagdad. Les deux frères résistent pendant des heures, armés. Puis ils meurent. Les détails exacts ne seront jamais totalement publics, mais tout le monde en Irak connaît la vérité. Personne ne s'en prend à un membre de la famille présidentielle sans l'accord direct de Saddam Hussein. Et à ce moment-là, en entendant les tirs qui tuaient son mari, Ragad comprend quelque chose qui va changer le reste de sa vie. Son père a orchestré l'assassinat du père de ses enfants. Les liens du sang ne signifiaient pas protection, ils signifiaient contrôle. Et quand ce contrôle se brisait, la famille devenait l'arme du châtiment. Mais Ragad n'est pas exécutée. Elle est ramenée dans les palais présidentiels avec sa sœur Rana, toutes deux veuves, sans pouvoir réel, mais vivantes. Pendant les 7 années suivantes, elles vivent à Bagdad sous une surveillance constante d'un régime qui sait qu'elles ont déjà tenté de fuir. Elle ne parle jamais publiquement de la mort de son mari. Elle ne pleure pas en public. Elle ne conteste pas la version officielle selon laquelle le clan aurait agi par honneur. Elle existe en suspension, attendant la prochaine occasion de s'échapper, mais cette fois, seulement quand le régime sera assez faible pour ne plus pouvoir l'atteindre. Cette occasion arrive en mars 2003, quand les troupes américaines envahissent l'Irak, quand Bagdad commence à tomber, quand le régime s'effondre en direct. Ragad fait ce qu'elle a appris 7 ans plus tôt. Elle fuit. Cette fois seule. Cette fois sans mari qui la met en danger par des trahisons publiques. Cette fois en silence, discrètement, franchissant la frontière vers la Jordanie pendant que Bagdad brûle et que le régime vit ses dernières heures. Et cette fois, elle ne revient pas. Le roi Abdallah de Jordanie lui accorde l'asile, pas pour les mêmes raisons que son père avait accordé l'asile à Hussein Kamel en 1995, mais parce que Ragad n'a plus d'informations précieuses à offrir. Le régime est tombé, les secrets militaires ne valent plus rien. Et l'expulser vers l'Irak, ce serait la livrer à des tribunaux qui la jugeraient pour être la fille de Saddam Hussein, indépendamment de sa culpabilité personnelle. Ragad Hussein vit à Amman depuis 2003. Plus de 20 ans ont passé, et pendant tout ce temps, elle a fait ce que ni Uday ni Qusay n'ont réussi, survivre. Mais cette survie a un prix. Elle vit sous protection permanente dans une résidence fournie par l'État jordanien. Elle ne peut pas quitter la Jordanie parce que plusieurs pays, y compris l'Irak post-Saddam, ont émis des mandats d'arrêt contre elle. On l'accuse de financer des insurgés contre le nouveau gouvernement irakien, de blanchir l'argent du régime déchu, de crimes commis pendant les années où son père était au pouvoir. Et elle fait quelque chose que beaucoup trouvent incompréhensible. Elle défend l'héritage de Saddam Hussein. Dans les rares interviews qu'elle donne depuis l'exil, Ragad décrit son père comme un dirigeant mal compris, quelqu'un qui a pris des décisions difficiles pour protéger l'Irak des menaces extérieures. Elle rejette les accusations de crimes contre l'humanité. Elle nie les atrocités documentées par des enquêteurs internationaux, par des survivants, par les archives du régime lui-même. Elle insiste sur l'idée que l'histoire le jugera autrement. Est-ce qu'elle y croit réellement? Ou est-ce une stratégie de survie psychologique? Parce qu'admettre la culpabilité totale de son père, ce serait admettre que toute sa vie, tous les privilèges qu'elle a connus, toutes les opportunités ont été construits sur la souffrance systématique de millions d'Irakiens. Ce serait admettre que l'homme qui l'a élevé, qui a choisi son mari et qui a finalement ordonné la mort de ce mari, a été responsable de certains des pires crimes du XXe siècle. En 2006, quand Saddam Hussein est exécuté à Bagdad, après avoir été jugé et condamné pour crimes contre l'humanité, Ragad publie un communiqué depuis Amman dénonçant le procès comme illégitime, comme un spectacle politique orchestré par des occupants étrangers. Elle décrit son père comme un martyr, comme un dirigeant arabe qui a résisté jusqu'au bout
à l'invasion occidentale. Et elle promet qu'un jour, quand l'histoire sera écrite avec plus d'objectivité, la vérité sur Saddam Hussein sera connue. Ragad Hussein a aujourd'hui 58 ans. Elle vit dans une villa d'un quartier résidentiel d'Amman, entourée d'une sécurité discrète mais constante, isolée d'un monde qui la rejette majoritairement à cause de son nom et de son refus de se distancer de l'héritage paternel. Ses propres enfants, si elle garde un contact régulier avec eux, vivent des vies séparées. Certains, selon des informations non confirmées, porteraient d'autres noms, tentant d'échapper au poids d'être les petits-enfants de Saddam Hussein. Pour certains Irakiens, surtout ceux qui sympathisent encore avec l'ancien régime baassiste ou qui voient dans l'invasion de 2003 comme un désastre ayant détruit le pays, Ragad représente une continuité. La dernière voix publique de la famille Hussein, encore capable de parler, encore capable de défendre l'idée que le régime, malgré ses excès, était légitime et nécessaire. Pour la majorité des Irakiens et pour la communauté internationale, Ragad représente le déni absolu, l'incapacité ou le refus d'affronter la réalité historique de ce que sa famille a fait pendant des décennies. Le privilège de vivre confortablement en exil alors que des millions de victimes n'ont jamais obtenu justice, n'ont jamais retrouvé leurs proches disparus, n'ont jamais pu reconstruire les vies que le régime a détruites. Mais quoi qu'on pense de ces déclarations, personne ne peut nier ceci. Ragad a survécu grâce à une stratégie que ses frères n'ont pas pu ou n'ont pas voulu suivre. Partir au moment exact. Pas trop tôt, quand le régime avait encore les moyens et la portée pour la ramener ou la punir. Pas trop tard, quand les forces d'invasion l'auraient capturé avec le reste de la famille. Exactement au point de rupture, quand le chaos lui a donné assez de couverture pour franchir la frontière et disparaître dans un exil permanent. Et aujourd'hui, plus de 2 décennies après la chute du régime, elle est la seule des 3 enfants centraux de Saddam Hussein encore en vie. La seule capable de donner sa version, aussi controversée soit-elle. La seule qui porte encore le nom Hussein sans être enterrée sous lui. Ragad a choisi l'exil comme stratégie finale de survie, et cet exil lui a donné ce que ni le pouvoir absolu sans contrôle d'Uday, ni l'obéissance parfaite de Qusay n'ont pu acheter. Du temps. Du temps pour continuer à vivre. Du temps pour continuer à défendre un héritage que la majorité du monde condamne. Du temps pour exister dans un entre-deux où elle n'est pas totalement libre, où elle ne peut pas retourner dans son pays, où elle vit sous la menace de l'extradition, mais où elle n'est pas morte. C'est une forme de survie, peut-être la seule possible pour quelqu'un avec son nom et son histoire. Au final, 3 enfants centraux de Saddam Hussein, 3 vies radicalement différentes, 3 décisions qui les ont définies. Uday a choisi de vivre sans limite, croyant que le pouvoir absolu sans frein était la liberté, que s'il ne pouvait pas gagner le respect de son père par l'obéissance, il le gagnerait en devenant si visible, si puissant, si redouté, que personne ne pourrait l'ignorer. Il meurt à 39 ans lors de la bataille de Mossoul le 22 juillet 2003, acculé dans une maison qui n'est pas la sienne, traqué par l'armée la plus puissante du monde, défendant une position perdue avant même le début. Qusay choisit l'obéissance parfaite, croyant que ne jamais échouer le garderait en sécurité, que s'il exécutait toujours les ordres exacts de son père, sans questionner, sans hésiter, il pourrait se protéger et protéger sa famille. Il meurt ce même 22 juillet à 37 ans, en protégeant son fils adolescent dans les dernières minutes d'une bataille sans issue, accomplissant jusqu'au bout le rôle d'héritier loyal que son père lui avait assigné. Ragad choisit de survivre en s'échappant au moment exact où le régime s'effondre, quand le chaos lui donne assez de couverture pour disparaître, mais avant que les forces d'invasion puissent la capturer. Elle vit aujourd'hui, à 58 ans, dans un exil qui ne finira jamais, défendant un héritage que la plupart du monde rejette, coincée entre une loyauté familiale qu'elle a choisi de maintenir et une réalité historique qu'elle ne peut pas changer. 3 chemins différents, mais une même question à laquelle ils ont dû faire face dès la naissance. Qui es-tu quand ton nom est synonyme de terreur pour des millions de personnes? Quand tu es né dans un palais bâti sur un pouvoir absolu exercé par une violence systématique? Quand chaque privilège de ton enfance et de ta jeunesse provient directement de la souffrance des autres? Parce qu'aucun d'eux n'a choisi de naître enfant de Saddam Hussein. Aucun n'a demandé à hériter de ce nom et de tout ce qu'il implique. Aucun n'a décidé que leur père gouvernerait l'Irak par un régime autoritaire qui, pendant 24 ans, a exécuté, torturé
et fait disparaître des dizaines de milliers de personnes. Mais tous ont dû vivre avec les conséquences de décisions qu'ils n'ont jamais prises, avec un héritage qu'ils n'ont jamais choisi, avec un nom qui les a définis avant même qu'ils puissent en se définir. Et c'est peut-être la vérité la plus dure. Il existe des héritages qu'on ne peut pas rejeter totalement. Tu peux fuir en Jordanie et vivre des décennies en exil. Tu peux mourir en défendant ta dernière position dans une bataille impossible. Tu peux vivre sans limite morale jusqu'à ce que le monde te rattrape. Mais tu n'échappes jamais complètement au passé, au nom, aux décisions que ton père a prises et qui ont marqué ta vie avant ta naissance. Tu apprends à vivre avec ou tu meurs en essayant. Aujourd'hui, plus de 20 ans après cette bataille à Mossoul, Uday et Qusay Hussein sont enterrés dans des tombes marquées dans un cimetière tribal à Tikrit, la ville natale de leur père, aux côtés de Saddam Hussein, exécuté par pendaison le 30 décembre 2006, après avoir été condamné pour crimes contre l'humanité. 3 générations d'une famille qui a gouverné par la terreur, réduite au silence pour toujours. Ragad est encore en vie à Amman, donnant parfois des interviews où elle affirme que l'histoire jugera son père autrement, que les accusations ont été exagérées, que le régime, malgré ses erreurs, était nécessaire, et que l'Irak est pire aujourd'hui qu'il ne l'était sous Saddam. Aucun des trois n'a la vie qu'il imaginait enfant, courant dans les jardins des palais présidentiels sans comprendre le poids complet du nom qu'ils portaient. Mais tous ont la vie que leurs décisions ou parfois l'absence de décision ont construite. La vie que les stratégies de survie qu'ils ont choisies leur ont permis d'avoir. Et avec ça, ils doivent vivre. Ou, pour Uday et Qusay, ils ont dû mourir. Parce qu'au bout du compte, le pouvoir s'éteint. Les régimes tombent. Les palais sont pillés et transformés en musées des crimes commis entre leurs murs. Les statues sont renversées. Les discours enregistrés deviennent des reliques d'une époque que la plupart préfèrent oublier. Mais les familles continuent de saigner. Les victimes continuent de se souvenir. Et les histoires restent complexes, inconfortables, résistantes aux récits simples de héros et de méchants. Ces histoires nous rappellent que derrière chaque dictateur, il y a toujours des êtres humains qui paient le prix du pouvoir absolu. Parfois, ce sont les victimes du régime, les millions qui ont souffert des politiques brutales. Mais parfois, ce sont aussi les enfants, ceux qui n'ont jamais choisi de naître dans cette famille, qui ont grandi coincés entre des privilèges non demandés et des conséquences qu'ils ne méritaient pas complètement. Et les deux méritent d'être rappelés, non pour justifier, non pour absoudre, mais pour comprendre toute la complexité de ce que le pouvoir absolu fait aux familles, aux sociétés, aux êtres humains pris dans son orbite. Si l'histoire des enfants de Saddam Hussein t'a marqué, il faut savoir qu'ils ne sont pas les seuls. Le pouvoir absolu, le contrôle total sur des millions de vies pendant des décennies, fait toujours payer un prix, et ce prix, les familles en le paient de l'intérieur d'une manière que le monde extérieur ne voit presque jamais avant l'effondrement. Muammar Kadhafi a gouverné la Libye pendant 42 ans, plus longtemps même que Saddam n'a gouverné l'Irak. Il a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat attribuées à des puissances étrangères. Il a défié l'Occident pendant des décennies, se présentant comme le dirigeant révolutionnaire du monde arabe, et ses enfants ont vécu des vies tout aussi complexes, tout aussi violentes, tout aussi marquées par un nom devenu synonyme de tyrannie. Il y a eu Saïf al-Islam Kadhafi, le fils réformateur qui a étudié à la London School of Economics, qui a écrit une thèse sur la démocratisation, promettant de moderniser la Libye et de l'ouvrir au monde. Aujourd'hui, après des années de prison pendant et après la guerre civile libyenne, il marche libre, mais reste poursuivi. Et il envisage quelque chose que beaucoup jugent impensable. Revenir au pouvoir, se présenter à la présidence de cette même Libye où son père a été traqué et tué dans les rues. Il y a eu Hannibal Kadhafi, enlevé au Liban des années après la chute du régime, détenu et accusé d'avoir été torturé pendant des années dans des prisons secrètes sans procès, puis libéré récemment après un calvaire comprenant grève de la faim et dénonciation d'organisations internationales de défense des droits humains. Il y a eu Mu'tasim Kadhafi, le militaire qui voulait être l'héritier, mort le même jour que son père, le 20 octobre 2011, lorsque la ville de Sirte est tombée face aux forces rebelles, défendant la dernière position du régime jusqu'au bout, pendant que le monde regardait les images. Parce que ce qui est arrivé aux enfants de Kadhafi après la chute de leur père, les décisions qu'ils ont prises lorsque le régime s'est effondré en temps réel pendant le printemps arabe de 2011,
Les stratégies de survie qu'ils ont choisies dans ces derniers jours chaotiques révèlent des vérités sur le pouvoir, la famille et l'héritage encore plus complexes que l'histoire des enfants de Saddam Hussein. Sur cette chaîne, on découvre les histoires restées cachées pendant des décennies, les vies derrière les titres sensationnalistes, les personnes derrière le pouvoir absolu et les conséquences humaines des régimes qui ont marqué le XXe siècle et le début du XXIe. Si tu penses que ces vérités méritent d'être racontées avec toute la complexité qu'elles exigent, sans simplification, sans jugement facile, mais avec la profondeur historique nécessaire pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, alors tu es au bon endroit. Parce que les décisions finales laissent toujours des questions sans réponse simple. Les régimes tombent, mais les histoires restent, et elles méritent d'être entendues dans leur totalité. Le pouvoir s'éteint. Les dictateurs meurent ou sont exécutés. Les palais restent vides ou deviennent des musées. Mais les cicatrices restent dans les familles, chez les victimes, dans des pays entiers qui mettent des générations à guérir. Et ce sont leurs histoires,